Choguel Maïga, quelle signification de nouveau au 26 mars? La question posée de cette manière, elle est un peu ridicule. Mais je voudrais commencer par demander aux uns aux autres de prier pour la mémoire de ceux qui sont tombés le 26 mars, mais aussi de tous ceux qui ont pu être victimes des conflits politiques de l'indépendance à aujourd'hui. Et les victimes innocentes qui tombent par milliers des crises politiques et sécuritaires que notre pays vit. Lorsque vous avez invité à ce débat, j'ai d'abord eu une réaction de satisfaction parce que ce n'est pas la première fois que j'ai été invité à un débat animé par Cheikhna Takiou, mais c'est la deuxième fois, pratiquement en 30 ans, que nous avons été invités à un débat grand public du genre. Et c'est pour cela que je voudrais féliciter, remercier encore les initiateurs de ce débat. Je ne vais pas les citer tous pour gagner du temps. Il faut dire que la quête des mieux-être, la quête des libertés est une quête permanente. À chaque étape de l'histoire de notre pays, les citoyens ont eu des besoins qu'ils ont exprimés. Vous vous souviendrez au lendemain des indépendances, c'était la dignité et l'indépendance des Maliens. Quelques années plus tard, c'est important parce qu'il faut que j'explique un peu pour donner le sens. Je vais aller vite si vous voulez. Allez-y vite, allez-y vite. Quelques années plus tard, c'était la liberté. Ceux qui donnent certainement, ils le savent. Après, c'est la démocratie. Et à partir de 91, les Maliens ont parlé de démocratie pluraliste. Les libertés fondamentales de l'homme, c'est la liberté de penser, la liberté de culte, la liberté d'entreprise, la liberté de presse et enfin la liberté de militer dans le parti de son choix. En 1991, au moment du changement du régime du 26 mars, les Maliens avaient la liberté de conscience, la liberté de presse rétablie, la liberté d'entreprise rétablie. Il restait la liberté d'exercer dans le parti de son choix. Cette phase-là, je pense sincèrement, et j'aurai le temps de le prouver, a été mal négociée de part et d'autre, ce qui a conduit à des drames regrettables. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en a fait après. Ça me semble ce qui est important dans le débat d'aujourd'hui. Les grandes proclamations sur la liberté de presse, personne ne le nie. Vous êtes journaliste. Le 26 mars, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Le 26 mars, il n'y avait aucun journaliste en prison. Il y a eu des journalistes en prison. Il y a eu des journalistes tués. Il y a eu des journalistes disparus. Il y a eu des hommes politiques en prison après le 26 mars. Après tout ce long développement, quelle signification vous, Choguel Maïga, vous donnez au 26 mars? C'est une date historique dans l'histoire de notre pays que personne de bonne foi ne peut mettre, sur laquelle personne ne peut mettre une croix. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que depuis 30 ans, ce qu'on appelle le mouvement démocratique est au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas fait la lumière sur tous ces sujets-là? Pour quelle raison? Eux, ils étaient dans le gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas réclamé qu'on leur montre la tombe de Cabral? C'est bien beau de venir le proclamer devant des jeunes qui applaudissent, mais ce n'est pas ça le sujet. Deuxièmement, en 1991, il n'y avait plus de prison à Taoudeni, à Kidal, il n'y en avait pas. Donc, revenons, ne disons pas ce qui s'est passé avant 1991, mais le 26 mars 1991, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il y avait la liberté d'association. Les associations qui ont renversé le régime ont été créées ici. La loi n'a pas changé, elle a peut-être été améliorée. Il y avait des dizaines et des dizaines d'associations. Il y avait la liberté de presse. Il restait à conquérir la liberté de militer dans le parti de son choix. Donc on ne vient pas mettre tout le temps
Tout ce qui s'est passé sur le régime militaire, dont je ne veux pas passer pour les défenseurs, moi je veux simplement une lecture objective, globale, pour qu'on tire les leçons ensemble. Et non pas, oui, non, comme on a empêché complètement la clarification du jeu politique et du jeu idéologique au Mali, en continuant dans les invectives, l'anathème, sur un pouvoir déjà tombé, ou bien ceux qui sont supposés être ses tenants. Moi, je ne suis pas défenseur de la dictature. Il faut que ça soit très clair. Je ne suis pas défenseur du parti unique tout le temps. Parce que l'évolution de notre pays, de 1990... C'est un reniement, Chauvel. Non, on vous connaît comme étant défenseur de la Deuxième République. On a toujours tronqué mes propos. Mes propos ont toujours été ceci. Je le dis une fois pour toutes. L'histoire d'une nation, c'est plusieurs étapes. À chaque changement de régime, il faut faire le bilan pour voir ce qui a été bien fait au nom de tout le monde pendant une période donnée. Le retenir et construire pour avancer. La divergence entre moi et les deux camarades, c'est de faire croire que depuis 1968 à 91, c'était l'enfer et rien n'a été fait au Mali, et qu'à partir de 91, c'est le paradis. J'ai dit non, asseyons-nous, regardons ce qui a été fait de bien, et retenons ça et avançons. Et en 91, on peut dire ce qu'on veut diriger. On avait un État, on avait une armée, on avait une école, on avait une justice. Elle peut être critiquée. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'État, on n'a pas d'armée. On y arrivera. Donc c'est très facile. C'est très facile. C'est pourquoi je dis, il faut prendre d'abord à dire tout de suite les revendications originelles des jeunes. Président, on y arrivera. On y arrivera. S'il vous plaît, on y arrivera. On y arrivera. Les jeunes demandaient de l'emploi. Les jeunes demandaient du boulot. Les étudiants demandaient des internats. Les chômeurs demandaient d'être employés qui puissent être employés. Qu'en est-il de ces questions aujourd'hui? On y arrivera. C'est ça le débat. On y arrivera, on y arrivera. Je constate seulement que malheureusement, mes interlocuteurs sont encore devant les médias le lendemain du coup d'État de mars 91. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est le même discours qui est tenu pendant 30 ans. Ce que les Maliens veulent, ce que moi je leur dis, ils disent que moi je défends la dictature. Moins d'applaudissements s'il vous plaît. J'ai toujours dit, j'ai une lecture très claire et précise, mais qui a été falsifiée souvent. J'ai dit qu'il ne faut jamais nier les violations des libertés. Il ne faut jamais faire table rase du passé. Tout ce que Djibril vient de dire, effectivement, quand les gens écoutent, quelqu'un qui regarde la télé, il va être ému. Mais le problème, c'est que le 26 mars 83, il n'y avait pas de Taoudéni. Je n'ai pas dit que Taoudéni n'existait pas. Les Maliens sont morts pour des raisons politiques. Avant le régime de l'UDPM, et je veux leur préciser que le régime de l'UDPM part de 79. Il y a eu le régime d'exception du Semlel. Vous faites l'amalgame en disant que tout c'est le régime de Moussa. On se demanderait en ce moment pourquoi Alpha Omar Konaré a été au congrès constitutif de l'UDPM. Il était fondateur de l'UDPM. Ça veut dire qu'il y a une parenthèse à faire entre les deux. Moi, je parle des réalisations d'un parti qui avait un programme. Les fautes de gestion des dirigeants. Tout ce qui s'est passé avant la création de l'UDPM, moi, je ne reviens pas sur ça. Les fautes de gestion des dirigeants. Je ne les ai jamais niés. Ils sont en train de porter des accusations en faisant quoi? Me faisant passer pour quelqu'un qui couvre tous les... Mais je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit est très clair et il est valable. Tous les régimes qui se succèdent, aussi longtemps que vous allez maintenir les citoyens dans la propagande et faire table rase du passé, vous ne construirez rien. Les enseignants, personne ne lit les... Vous n'avez pas répondu aux questions que je prends en compte les questions de Tcheblé. Oui ou non, il y a eu mort au Sahel. Oui ou non. C'est-à-dire les faits sont les faits. Vous êtes d'accord avec les faits ou pas? Mais les morts sont arrivés comment?
Ah, ça sur moi j'ai des écrits ici, je vous invite à lire. Mais je vous donne des numéros des journaux. Avant, comment les morts sont arrivés? Est-ce que vous êtes d'accord avec les faits? Mais qui peut nier par... Mais Chakana, qui peut nier de bonne foi qu'il y a eu des morts? On avance maintenant. Non. C'est très facile de dire il y a eu des morts, on avance. Les morts, ils sont morts comment? Je n'ai pas dit ici que ce que moi je regrette. Comment ils sont morts? Les circonstances de la transition, après avoir conquis toutes les libertés essentielles, la transition vers le multipartisme, et je dois dire, pour la vérité, le débat sur le multipartisme, vous savez, les deux parlent, il faut que vous me donnez un peu plus de temps, parce que c'est la première fois que moi j'ai l'occasion de parler. Le débat sur l'instauration du multipartisme, la première fois où les questions ont été posées, c'est un conseil national de l'UDPM, décembre 89. Ce jour-là, c'est le secrétaire général de l'UNTM, les cassettes, qui a dit que le peuple malien se rappelant de tout ce qui s'est passé entre le PSP et le RDA n'est pas prêt pour ça. Décembre 90. Mars 90, le 30 mars exactement, c'est l'UDPM qui a organisé une conférence au stade Modibo Keïta. Tous les opposants de premier plan, parce que Keblé, lui, n'était pas là pendant ce moment-là. Donc, ceux qui étaient là, toutes les grandes figures de ce qu'on appelle le mouvement démocratique, Ali Noum Diallo, Soumaïlou Boubemega, Malamine Traoré, ainsi de suite, ils ont pris la parole dans une conférence des cadres de l'UDPM. Ils n'étaient pas sur l'exercice de la démocratie au sein du parti. Troisièmement, quelques mois après, il y a eu l'UNTM, le barreau, l'ensemble de la société civile qui a réclamé le multiparti. Juin 90, l'UDPM a fait un débat pour convoquer une session extraordinaire le mois d'août 90. Je vous invite à lire le numéro des Échos du 25 juillet 1990 qui dit que le débat sur le multiparti est en train d'avancer pourvu que ça se termine sans violence. Personnellement, j'ai signé une tribune au mois d'août 90. C'est pourquoi moi je n'ai pas de complexe de discuter avec les gens. En août 90, personne ne pensait que le régime allait tomber. J'ai fait une tribune sur le multipartisme. Juin, septembre 90. Le secrétaire général de l'UNGM, Oumar Kanouté, a fait un éditorial pour dire que le multipartisme est une nécessité, mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi. Personne ne pensait que le régime allait chuter en ce moment. Donc nous nous sommes assumés à l'intérieur du parti. Ce que nous n'avons pas fait, c'est d'être dans la rue avec les opposants, qui ont instrumentalisé les étudiants et des écrits ici. Les étudiants disent clairement, quand vous réunissez, vous décidez qu'il faut casser les bâtiments publics, il faut vous attaquer aux maisons des responsables, il faut s'attaquer à tout ce qui appartient à l'État et à des privés. Celui qui programme ça. Qui a proclamé ça? Mais j'ai les écrits, si vous voulez, je vous donne les dates. J'ai dit qui a proclamé ça? Je vous donne le numéro de l'essor. Numéro de l'essor du 25 mars 1992. Prenez tous, allez lire là. Vous verrez les déclarations des principaux responsables du mouvement démocratique. Et je n'ai pas le temps parce qu'il y a trop de choses. C'est dit clairement, le secrétaire général de l'UNT, de l'AM a dit que le 19 mars, ils se sont réunis, ils ont dit qu'il faut passer aux casse techniques. Parce que les marches pacifiques auxquelles le gouvernement ne réagissait pas, ils en avaient assez. Il faut passer aux casse techniques. Je rappelle que le 14 mars 91, il y a eu un accord dans le bureau du ministre de l'Éducation. Moi, j'étais là. Vous parlez de Oumar Mariko. De toute façon, je n'ai pas besoin de nommer des gens ici. Moi, j'ai des citations. Il est temps qu'on nomme les gens. Non, le secrétaire général des étudiants était à Oumar Mariko. C'est Mariko, oui ou non? Je vous donne les références. Allez-y, vous. Non, le secrétaire général n'est pas le seul à parler. Oumar Mariko n'est pas le seul à parler. Il y a des responsables qui ont dit qu'ils cherchaient des armes pour donner aux étudiants. Il y a quelqu'un dans le parti de Keblé qui a dit qu'on les a amenés à la bourse du travail pour leur proposer des tenues et des armes. Des étudiants. Quand vous organisez ça, c'est très facile. Non. Là, vous parlez de Moussa Bala Djekité quand vous dites étudiant qui fait partie de vous savez tout ce que je dis. Non, je pense qu'il est temps, souvent dans la clarification, de dire les choses clairement et de donner un nom aux gens qu'on accuse. Parce que les gens sont connus aujourd'hui. Moi, je vous donne des références dans la presse. Je donne les numéros des journaux. Allez-y lire. Vous prenez les Échos du vendredi 22 mars. Oui, le changement, si le changement n'a pas lieu, le sang des enfants va couler pour inonder les routes. Cet éditorial est sorti le vendredi 22, ça veut dire qu'il a été écrit le 21.
Donc il faut arrêter de dire il y a eu des morts, répondez oui ou non. Comment ces morts sont intervenus? C'est pourquoi j'ai dit que ce que moi je regrette profondément, c'est que le virage vers le multipartisme, le 14 mars 1991, a été adopté le document sur le multipartisme avec une transition de 9 mois. Ce document a été transmis aux responsables de ce qu'on appelle le mouvement démocratique par le président d'alors. C'est quand ils ont eu ça qu'ils ont dit jamais, il ne faut pas que le congrès se tienne, il ne faut pas que les élèves restent dans la rue à marcher pacifiquement. Il faut aller à l'affrontement pour qu'il y ait un bain de sang. Donc, certains ont dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, si je comprends votre logique, vous voulez dire que les morts, il y a eu mort par le fait du mouvement démocratique. C'est eux qui sont à la base et non le régime. Non. Je vais nuancer mon propos. Oui. Vous savez, lorsque vous avez un pouvoir en place, quel qu'il soit, et que des hommes politiques, pour une raison, quelle que soit la noblesse de leur raison, décident d'instrumentaliser la jeunesse. Parce que quand vous dites à l'ADID que si le régime change, vous allez avoir du boulot. Vous dites aux chômeurs, si le régime change, vous allez avoir du boulot. Vous dites à la jeunesse, quand vous dites à ces jeunes, les étudiants, vous dites qu'on va ouvrir l'internat. Vous les emballez tous. Vous les mettez dans une logique d'affrontement. Ils s'attaquent au bâtiment public, au bâtiment privé, quand il y a les morts. Et de toutes les façons, on a jugé les responsables politiques, moi je ne les nie pas. Ils ont été jugés, ils ont dit qu'ils sont responsables politiques des morts. Maintenant, ce que j'ai dit aux uns aux autres, une fois qu'on a fait ça, mais quand on a tourné la page, ils ont parlé de l'école. Les retards de salaire, je les mets au défi, en mars 91, il n'y avait pas un mois de retard de salaire. Les retards de salaire étaient résorbés. C'était dans les années 86-89 avec les durcissements des programmes d'ajustement structurel. En mars, il n'y avait pas de retard de salaire. C'est une question qui était résolue. Donc on ne continue pas toujours à le sortir. Moi, je parle de l'état de la nation en mars 91. D'accord. Les libertés principales existent. La liberté de presse, la liberté d'association, la liberté d'entreprise. Monsieur le Président. Le virage là, je regrette profondément que dans un affrontement, ceux qui voulaient s'emparer du pouvoir et ceux qui l'avaient, notre peuple a perdu ses enfants. Et je dis qu'il faut se poser la question. Les raisons pour lesquelles ces enfants sont morts, qu'en a-t-on fait après? On avance. Qu'en a-t-on fait? D'accord, Monsieur le Président. On avance. Donc on ne vient pas me dire que je défends les militaires, je défends l'UDPM et puis me mettre en accusation. Le débat, c'est qu'après 91, les véritables attentes pour lesquelles on a sorti, les citoyens n'ont pas été réalisées. Le fait que pendant 30 ans on a réalisé des infractions, mais c'est normal. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, malgré, ça c'est en 2010 à l'occasion du cinquantenaire, malgré toute mon analyse critique du bilan de Konaré, avec preuve à l'appui, mais quand ils quittaient le pouvoir, les Maliens ne se tiraient pas entre eux. Se tiraient pas entre eux. Les écoles, je ne les nie pas, mais je veux dire simplement que quand on dit qu'il n'y avait rien, que c'est après que ça a commencé, ça c'est la contre-vérité. Les opposants, y compris, ils ont été formés dans quelle école? Dans l'école qu'ils appellent l'école de la dictature. Tous les cadres que vous avez aujourd'hui de haut niveau, y compris dans l'opposition, ils ont été formés à cette période. Donc il y a eu des problèmes entre le régime en place et les opposants qui étaient essentiellement de gauche, d'extrême gauche dans le milieu d'enseignants, où certains ont été victimes. Personne ne les lit et ne peut pas l'approuver. Qu'on ne vienne pas tronquer le débat en me mettant en index. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir. En disant quoi? En 1991, qu'est-ce que les Maliens voulaient? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a acquis? C'est ça. Et sur quoi il faut avancer? Je dis que les acquis sont largement en deçà des attentes. Vous demandez n'importe quel Malien. Kokage, la corruption a pris l'ascenseur. L'école qui a été utilisée avec les revendications des étudiants, c'était normal. Ça a plongé. Prenez le chômage. Les chômeurs, on n'en parle plus. La société civile dont on parle, elle a été instrumentale. Donc en réalité, on a désarticulé l'État, on a détruit l'État, on a désorganisé la société. Et c'est à ces questions-là qu'il faut trouver des solutions. Et quitter le passé, parler le temps des années 70, 80, pour toujours continuer à dire que c'est ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Choguel, je pense que vous vous retrouvez à ce niveau-là, la mauvaise gouvernance, tout le monde est d'accord qu'il y en a eu durant cette période, la Troisième République. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avancer pour l'avenir? Vous savez, une politique, quel que soit ce qu'on en dit, elle ne vaut que par ses résultats. Par ses résultats.
On a beau déclamer toutes les bonnes intentions, on regarde au résultat. J'ouvre au passage la parenthèse. L'université décentralisée, ça n'a pas été refusé. C'est les syndicats qui n'étaient pas pour. C'était non, attends, le syndicat était essentiellement... Parce que vous savez, la plupart des... Ça va parler du corps professoral. Non, c'est pas le corps professoral, c'est une contre-vérité. C'est pas le corps professoral, c'est certain. Ce document était là, ils l'ont mis à côté parce qu'ils disaient non, c'est pour renvoyer les gens à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à avoir une faculté d'énergie et d'électricité à Caille où tous les Maliens pour le brassage électrique vont être là-bas? À Sikasso, la faculté chargée de l'agriculture. À Mopti, la faculté chargée de l'élevage et de la pêche. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça? Bon, je passe sur ça. Je reviens maintenant. L'école a été déstructurée. Vous rappelez la première année blanche 94. C'était pourquoi? C'était pour une histoire de 300 millions. Mais à la même période, on a investi comme 1 milliard pour construire une résidence pour le Premier ministre, pour acheter des véhicules pour les ministres, ainsi de suite. Donc la gouvernance est allée comme ça. La corruption, on a changé les textes qui réprimaient la corruption pour les rendre plus permissifs. En changeant la loi, par exemple, qui limitait le montant après lequel il faut des marchés de gré à gré. C'était 10 millions. On l'a ramené à 250 millions. Les gens ont commencé à des fractionnements. Donc il y a tout un système organisé de la corruption. Je parlais de l'armée, les uns et les autres contestent en disant tout le temps les berdèmes dans la rue. J'ai dit qu'en 91, le Mali avait une stratégie de défense pour faire face aux nouveaux défis qui s'annonçaient. Il y avait plus de 1200 militaires, sous-officiers, officiers qui étaient dans toutes les grandes écoles du monde pour faire face aux nouveaux défis du XXIe siècle. Ils ont tous été ramenés ici. L'armée, l'éducation et la santé, après des dures négociations qui ont coûté d'ailleurs les retards des salaires, ont été sortis du programme d'ajustement structurel. Je dis bien l'armée, la santé, l'éducation. Les grands domaines stratégiques, comme l'énergie, les chemins de fer, leur privatisation, le refus de leur privatisation a coûté ce que ça a coûté. Ils ont été bradés, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je pense que la vérité, ça peut faire mal, mais faire passer pour le défenseur de l'ordre ancien, c'est des discours compétents. Tous ceux qui sont de bonne foi savent que ce n'est pas le cas. Je vous ai dit ici qu'en août 90, personne ne pensait que le régime allait changer. J'ai déjà écrit. Moi, je ne parle pas comme ça. Tout ce que je vous dis là est documenté. J'ai écrit pour dire qu'il faut aller à l'ouverture. Et certains se plaignent du fait qu'ils ont été traités ici. Là, c'est vrai, les traitements qu'on infligeait aux gens en 90-91 n'étaient pas ceux qu'il y avait dans les années 20-70. Mais en 90-91, chers attaqués, vous êtes dans la presse. La première fois on a emprisonné un journaliste, c'est sous la Troisième République. La première fois on a pris un journaliste, on l'a bastonné, laissé pour mort au pied de la colline. La première fois on a arrêté des directeurs de journaux, les emprisonnés. La première fois où un journaliste a disparu. Quand on dit ça, c'est pas qu'on critique seulement la Troisième, c'est les faits, il faut corriger ça. Quand on dit, et attendez s'il vous plaît, ne provoquez pas pour nous empêcher de continuer notre débat. J'ai compris le jeu. Quand les libertés, parlons des libertés, en 97, les principaux acteurs de ce qu'on appelle le mouvement démocratique, Moutagatal, pour des manifestations, a été pris, déporté à Kati, emprisonné. Mohamed Lamine Traoré l'a mis dans une voiture, promené dans la ville pour l'humilier et le déporter à Bla, l'emprisonné avec Oumar Kanouté qui était de l'UDPM. Seydou Badiankou, on l'a pris ici, le maire avec le colonel Youssou, les déporté à Koulikoro. Tout ça, ça s'est passé ici. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire la clarification, sortir des postures, telle était pour la deuxième, pour la dictature. Tout le monde sait que je ne suis pas pour la dictature. Mais celui qui n'est pas de bonne foi, on ne peut pas le changer. Le parti unique, tout le monde sait. À l'UDP, on n'avait pas que des gens qui n'analysent pas. On analysait les changements dans le monde. Imposer de toute façon le changement au Mali. Certains en ont voulu faire le résultat de leur combat. Je dis non, c'est un processus historique auquel chacun a participé en sa façon. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'après avoir fait ce diagnostic sévère, on a désarticulé les principaux leviers de l'État. Un État, c'est une armée. Un État, c'est une justice. Un État, c'est une école. Un État, c'est encore un pays. On n'a pas de pays aujourd'hui. Donc, l'idée qui se développe au niveau de la classe politique, et là je mets sur la table une idée force du M5, c'est les assises de la refondation, qui sont totalement différentes
du déni qui était une initiative administrative, où vous avez institutionnel, où vous avez les 90% des délégués qui ont été choisis par le gouvernement, qui a produit des conclusions dont beaucoup se vantent aujourd'hui. Les 4 conclusions, c'est quoi? Ramener la paix, organiser les élections, rédiger l'accord pour la paix et la réconciliation, retour de l'armée. Aucun n'a été réalisé. Même la mise en place du comité de suivi qui devait sortir du déni, ça n'a pas été fait. Donc ça a été du gâchis pour rien. Par contre, ce qui est nécessaire aujourd'hui, et ça rejoint l'idée générale, il faut que les Maliens s'interrogent de quel type d'État nous voulons. Cette réflexion a été refusée parce qu'on a besoin de l'amalgame pour entretenir les Maliens dans le flou. Quel type d'État nous voulons? Quel type de démocratie? La Constitution, au lieu d'aller repliquer, multiplier la Constitution d'autres pays pour l'amener, nous interroger. Une Constitution, ce n'est pas une affaire d'experts. C'est le peuple qui doit décider de quel type d'État il a besoin, de quel type de démocratie. Ensuite, on met les experts. Bien compris. Il y a une réaction de Tchéblé Dramé après la salle. Et donc, je termine par les assises nationales. Ça va aller de bas en haut pour que la nouvelle orientation de l'État malien correspondent à nos valeurs de société et aux besoins réels des Maliens après avoir tiré les leçons des 60 ans d'indépendance. Pas seulement des 30 ans du 26 mars, après le 26, mais de toute notre histoire récente. Merci. En ce moment, on peut se retrouver et avancer. Monsieur le Président Choguel. Merci bien. Je pense qu'avec Konaté, on a les mêmes points de vue, hein, parce que moi je considère que l'école a été la grande victime de ce qu'on appelait la démocratisation. L'école a servi les hommes politiques. Les hommes politiques ont bâti toute leur carrière sur l'école. Une fois arrivés au pouvoir, ils se sont occupés de leurs intérêts. Un pays, c'est une élite. C'est une élite. L'école sans qualité, on est appelé à la traîne comme aujourd'hui. Nos diplômes ne sont pas reconnus pratiquement même dans la sous-région. À fortiori à l'extérieur, vous allez avec le diplôme du Mali partout, on vous fait passer des concours. Donc il est important qu'on repense à la qualité, de sortir la politique de l'école. Que l'école ne serve pas de masse de manœuvre pour prendre le pouvoir. Et les budgets de l'école, de toute façon, c'est normal que la quantité augmente, comme un statisticien l'a dit ici. Le budget de l'État était peut-être de 30 milliards il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est près de 3 000 milliards. Lorsque dans ça, vous construisez plus d'écoles, on peut toujours brandir les statistiques et impressionner les gens. Sans compter que dans les années dites de la démocratie, l'aide extérieure que le Mali a eue, c'est peut-être 10 fois plus élevé que le Mali a eu pendant les 30 années avant. Cet argent allait où? Parce que simplement, la vérité, ça peut faire mal. La corruption est devenue un système de gestion de l'État. Vous avez ensuite, vous avez dit qu'on prend des doigts accusateurs. Bon, moi je ne prends pas le doigt, c'est sûrement qu'on met le doigt tout le temps pour dire que moi je suis pour la dictature, pour le parti unique. J'ai beau expliquer que ce n'est pas le cas, mais je pense que ça sert les intérêts et le discours d'un certain nombre politique. Parce qu'au Mali, il faut la clarification, je dis. Il faut faire la clarification. Moi, je n'ai jamais confondu au sein du mouvement démocratique ceux qui se battaient pour leurs convictions, pour la liberté. Et j'en connais, je ne vais pas citer ici. Et ceux qui ont utilisé l'aspiration du peuple malien à la liberté pour s'emparer du pouvoir et réaliser leurs objectifs qui vous mettez Tchéblé dans quelle catégorie? Monsieur le Président Choguel, vous mettez Tchéblé dans quelle catégorie? Bon, il va répondre. Je sais seulement que Tchéblé a milité dans les partis d'extrême gauche dans les années 60, 70, 80. Il veut me convaincre difficilement qu'il a consacré sa vie à se battre pour le multipartisme. Je ne le crois pas. Il y a eu des circonstances à un moment donné où des convictions se sont jointes, des intérêts pour faire sortir un régime. Les libéraux, les démocrates, les bolcheviques, les communistes, les extrêmes gauches. Et s'il vous plaît, ne perturbez pas nos débats, se sont tous retrouvés. Qu'est-ce que vous voulez après le changement de régime qu'il construit? On a refusé la clarification. Tout le débat a consisté à pointer un doigt accusateur sur la Deuxième République, sur ceux qui veulent ceci, ceux qui veulent cela.
Et donc je pense qu'il faut la clarification que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui sont de conviction de gauche qui se mettent ensemble. Ceux qui sont de conviction du centre qui se mettent ensemble. Ceux qui font... Il y a 5 courants de pensée maximum. Gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite. Mais au Mali, ils ont refusé ce débat-là. Le pays est divisé en démocrates, patriotes, sincères, convaincus et les autres. Et ça entretient la confusion et les plus vertueux, y compris ceux qui se sont battus sincèrement pour la démocratie, ont été noyés et très peu d'entre eux ont eu accès au levier réel de décision. Et Aïdara a dit, Bandjougou a demandé comment faire éviter les coups d'État. Vous avez vu qu'on a mis dans la constitution de 92 que c'est un crime imprescriptible. Pourtant, c'est sous la direction d'un certain nombre de cadres de 92 qu'on a voté la loi d'amnistie des coups d'État. Allez-y comprendre. La vérité, la meilleure manière d'éviter les coups d'État, c'est de gérer conformément aux engagements qu'on a pris face au peuple malien. Lorsque vous emparez du pouvoir, vous le conquérez par la rue ou par les urnes, et que vous faites autre chose, vous serez dans une impasse. Et les militaires pensent, à tort ou à raison, qu'ils viennent pour débloquer. Sauf que généralement, quand ils débloquent, on se retrouve souvent avec une situation pire que ça. Et donc, il est important que les Maliens s'interrogent sur ça, et ça, c'est valable pour toute la classe politique. Il a demandé on a dit que le président Moussa était un grand républicain. Qu'est-ce qu'on a pas? Moi, je pense que celui qui l'avait dit, c'était Ibeka en son temps. C'est parce que le président nouvellement élu, plébiscité, il a invité tous les anciens présidents de la République. Moussa Traoré a répondu à l'invitation. Il avait des raisons de ne pas être là. Mais il s'est dit, c'est le chef d'État démocratiquement élu des Maliens qui m'invite. Je réponds à l'appel. Je pense que c'est dans ce sens qu'il l'a appelé républicain. Maintenant, les gens ont transformé ça pour dire, oui, Ibeka est un dictateur. Parce que le dictateur sanguinaire Ibeka, parce que c'était un discours qui arrangeait ceux qui voulaient disqualifier Ibeka dès le lendemain de son élection. Sinon, je ne vois pas d'autre chose que d'autres explications que ça. Pour le reste, le nombre de partis politiques, je viens de vous dire, une fois qu'on aura fait la clarification idéologique, on n'aura pas besoin de 300 partis. Et là encore, c'est la corruption. Parce que, vous avez vu, il y a beaucoup de partis qui se sont scindés. Vous savez pourquoi? Les gens, on les corrompt pour qu'ils cassent leur parti pour aller dans le gouvernement. Et quand vous créez un parti, vous avez 5 millions par mois. Donc, vous pouvez ne même pas travailler et avoir 500 000 francs de salaire tous les mois. Par mois. Donc, 5 millions par mois. Hein. 5 millions par an. Ça, c'est bon, c'est des lapsus, il faut pas, je pense que les gens comprennent. Donc, quand vous le divisez, ça vous fait après 300 à 400 000 francs par an. Donc, les gens créent les partis moins pour participer au débat par an, disons, par mois. Moins pour participer au débat que pour avoir un salaire. Et la corruption est là où tu crées ton parti, tu te mets à insulter le président, on t'appelle, on te nomme ministre. Ou bien vous créez votre organisation, vous mettez à casser, vous incitez, on vous amène. La corruption, c'est pour ça qu'on a cassé l'AEM. Certains ont dit que l'AEM, c'est le bras de fer de Ibeka. L'AEM a été vaincu par la violence et la corruption. Les dirigeants de l'AEM ont été enlevés dans les hôpitaux, bastonnés, d'autres ont été corrompus. Et ça, c'est ceux qui ont utilisé l'école. Et c'est pour cela que la direction de l'AEM était devenue une source de revenus. C'est ce qui explique ces batailles-là. À leur temps, à notre temps, ceux qui se battaient pour être des dirigeants d'étudiants, c'est souvent les maires de la classe. C'est un travail, on ne vient pas s'enrichir. Qui a instauré ce système-là? Il faut s'interroger. Et c'est pourquoi je dis, il faut sortir définitivement la politique de l'école. Concernant l'armée, demandez l'avis des militaires. C'est très facile qu'un homme politique vienne dire il y a ceci. Réunissez 100 officiers ici dans la salle. Les 99 vont vous dire quel était l'état de l'armée en 83. Et comme on a déstructuré, démantelé l'armée, et nous payons les conséquences aujourd'hui. Un État qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un État légitime, quelle que soit la façon dont il vient au pouvoir. Merci beaucoup, M. Choguel Maïga.